Est-ce que vous y avez songé en tant qu'enseignant aujourd'hui et leader du groupe Corel, par exemple, d'explorer d'autres avenues au sens voilà, de rejoindre cette tendance-là, cette innovation dans d'autres secteurs? Oui, tout à fait. Donc, la programmation par contrainte, c'est un des aspects de mes recherches, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, là, pour être de manière un peu plus large, donc, dans mon groupe de recherche, un de mes intérêts de recherche fondamentale, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait concevoir des intelligences artificielles hybrides. Un peu à l'instar de l'intelligence humaine. Donc, en tant qu'être humain, on est intelligent non pas parce qu'on est capable d'apprendre quelque chose, non pas parce qu'on est capable de raisonner, mais parce qu'on a une intelligence multimodale, une intelligence hybride, on est capable de combiner différents modes de résolution. En intelligence artificielle, on a des méthodes qui sont très bonnes pour faire que de l'apprentissage, que du raisonnement, ou alors que d'autres modes de l'intelligence. Par contre, faire des intelligences artificielles qui sont capables de combiner différents aspects, par exemple, est-ce qu'on est capable d'utiliser ce qu'on a appris pour faire des meilleurs raisonnements logiques, ça, ce sont des choses beaucoup plus compliquées. Et donc, mes intérêts de recherche principaux, c'est vraiment essayer de voir, OK, j'ai des problèmes industriels à résoudre, j'ai différents problèmes, est-ce qu'on est capable de concevoir des intelligences artificielles hybrides combinant plusieurs modes pour faire des méthodes de résolution plus efficaces. Donc, la programmation par contrainte, de manière plus simplifiée, on peut voir ça comme un mode de l'intelligence, mais il en existe d'autres, par tout ce qui est apprentissage, oui. Et j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut en combiner ensemble de manière efficace. En tant qu'enseignant qui recrute des étudiants, quels sont ces critères-là que vous cherchez, que vous observez pour sélectionner les étudiants avec lesquels travailler? Donc, de manière plus générale, il y a pas mal de recrutement, surtout quand on vient de l'étranger, qui se fait par courriel avec le professeur. Et donc là, déjà, j'en reçois pas mal de demandes comme ça. Quelque chose que je fais déjà super attention, c'est déjà l'étudiant, est-ce qu'il a fait un email personnalisé pour le professeur qui montre son intérêt pour ce groupe de recherche et ce professeur-là, et pas simplement faire un courriel générique qui est envoyé à 10, 20, 30, 50 professeurs différents. Donc ça aussi un conseil que je souhaite donner. Donc si vous souhaitez être recruté pour un certain labo, montrez de l'intérêt et faites un email personnalisé au professeur en question. Montrez que vous savez de quoi fait sa recherche. Donc, idéalement, lire certains de ces papiers. Et encore mieux, c'est déjà proposer des idées d'amélioration des papiers. Ça, c'est vraiment un gros plus. Si je vois qu'un étudiant a déjà lu un de mes papiers et qu'il me dit « Ah, mais ça, ce serait intéressant, il y a une petite faille là-dedans » ou alors il voit une idée d'amélioration, ça, je me dis « Ah, ça, c'est génial, il a déjà réfléchi là-dessus. C'est peut-être un problème que moi, j'avais déjà réfléchi. Lui, il a réfléchi là-dessus. » Donc là, en tout cas, le premier contact, il est généralement fait et donc je le rencontre. J'ai eu l'immense privilège d'échanger avec le Dr Quentin Capa, professeur adjoint au département de génie informatique, génie logiciel à Polytechnique Montréal. J'ai particulièrement assisté à son cours d'intelligence artificielle où j'ai été marqué pas seulement par la qualité du contenu, mais surtout l'approche d'enseignement qu'il applique. Il a cette incroyable capacité de véhiculer des informations complexes en de simples termes et encore mieux en utilisant des mimes. À côté de ses compétences d'enseignement exceptionnelles, qui d'ailleurs lui a valu plusieurs prix Méritas de l'Université de Polytechnique Montréal, dont le plus récent en 2024, le Dr Capa se distingue également par sa recherche. Il a eu à cofonder un groupe de recherche et ayant reçu au cours des années plusieurs prix, je me suis dit ce serait un profil exceptionnel pour mettre en avant. Alors, juste pour nous remettre dans le contexte, l'objectif de ces séries de vidéos avec des enseignants, c'est de promouvoir, de mettre en avant ces profils que la société ne voit toujours pas, mais qui travaillent nuit et jour afin de développer plusieurs sphères de notre société, notamment la technologie. De mon observation personnelle, qui est d'ailleurs triste, j'ai constaté qu'il y a de moins en moins de l'intérêt pour la recherche, pour l'académie de la part des jeunes, se tournant ainsi plus vers des métiers comme influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc l'objectif de ces séries de vidéos, c'est d'inspirer des jeunes à déjà voir des profils des personnes qui contribuent à changer les choses, qui contribuent effectivement à faire développer cette technologie que nous bénéficions, mais également de leur présenter les opportunités qui pourraient éventuellement les y mener. Donc, au cours de ces vidéos, nous parlerons principalement du parcours de recherche, nous parlerons des études, nous aborderons également de ces sujets d'intérêt, ces centres d'intérêt, et nous conclurons par des opportunités, des bourses d'études. Comment obtenir des bourses d'études? Qu'est-ce que des enseignants attendent des étudiants
lorsqu'ils viennent postuler pour des bourses d'études. Bref, je vous laisserai donc le soin de suivre la vidéo. D'ici là, bon visionnage. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté de répondre à cette interview. J'ai eu à écrire à plusieurs enseignants et vous êtes la seule personne qui jusqu'ici avait répondu à répondre à cette interview aussi. Ça fait vraiment plaisir. Il n'y a aucun souci, merci à toi pour l'invitation. Donc l'idée de cette interview, c'est de présenter des profils des enseignants. Nous sommes constamment exposés sur les réseaux sociaux à ces personnes-là qui ont réussi, principalement sur les réseaux sociaux et facilement. Et ils prêchent beaucoup plus ce succès-là où l'étudiant pourrait, ou bien le jeune pourrait juste aller sur Internet, commencer à faire du trading et obtenir de l'argent, aller en vacances. C'est principalement ce dont nous sommes exposés sur les réseaux sociaux en tant que jeunes. Et il y a peu d'espace où on rencontre des profils d'enseignants qui contribuent effectivement au développement de la société. Et ça fait donc plaisir de discuter avec vous, question de promouvoir ces différents profils-là, question d'inspirer également des jeunes à s'investir dans la recherche scientifique, à s'investir dans les études. Sans plus tarder, je vais vous présenter. Vous êtes professeur adjoint au département de génie logiciel à Polytechnique Montréal. Vous donnez principalement le cours d'intelligence artificielle et de recherche locale et méta-heuristique. Vous avez obtenu votre bachelor ou encore licence en ingénierie en 2012. Vous avez obtenu votre master en génie informatique en 2014. Un autre master en gestion cette fois-ci en 2018. Juste après votre doctorat que vous avez obtenu en 2017. Et tout ce parcours-là toujours à l'Université catholique de Louvain. Alors, après votre doctorat, vous avez rejoint Polytechnique et le CIRET en tant que chercheur postdoc de 2018 à 2020 sous la supervision du professeur Louis-Martin Rousseau, avec qui vous avez cofondé le groupe de recherche CORAL, Combinatorial Optimization and Reasoning in Artificial Intelligence Laboratory. Et pendant ces 2 années de postdoc, vous avez également été stagiaire à Element AI. Votre principal sujet de recherche porte sur l'intégration de l'apprentissage automatique avec des procédures de recherche. Après avoir lu votre parcours, j'ai une question qui m'est principalement revenue à l'esprit, qui m'est apparue à l'esprit, c'est vous avez un parcours principalement dans le secteur de l'informatique, génie informatique. Mais vous avez obtenu un master en gestion. Pourquoi ce master en gestion en particulier? En fait, pendant mon doctorat, mon master en gestion, même si finalement je l'ai reçu après mon doctorat, je l'ai fait en parallèle de mon doctorat. En fait, mon doctorat, je voyais que ça avançait quand même assez bien. Et je me suis dit, finalement, là j'ai fait pas mal d'études en génie. Je voulais avoir des aspects un peu plus, aspects de gestion, donc que ce soit un peu du marketing aussi, gestion des finances, gestion des activités, gestion de la production. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce master-là? C'est un master en cours du soir, donc ça se combinait assez bien avec le doctorat. Donc je me suis dit, ok, je vais faire les deux. C'est quelque chose qui m'intéresse et généralement, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je le fais. Mais est-ce que vous aviez un objectif précis derrière? Parce que pour quelqu'un qui est dans le secteur technologique, et je présume qu'en faisant le doctorat, vous aviez déjà une idée de continuer dans la recherche, quelqu'un qui a ce profil-là se dirait, en quoi est-ce que ces compétences managériales pourraient éventuellement m'aider dans le futur? Est-ce que vous aviez des projets pour ce master que vous faisiez ou c'était juste la passion qui vous y amenait? À ce stade-là, je n'avais pas de projet particulier avec ce master, seulement le fait que c'était quelque chose qui m'intéressait d'apprendre. Okay. Maintenant, après coup, au fur et à mesure, j'ai fait mon doctorat, mon postdoc et là maintenant, en tant que professeur, il y a des aspects de gestion de mon équipe qui sont liés à ce que j'ai appris lors de ce master. Donc finalement, c'était quelque chose d'intéressant de le suivre. Mais au stade, au moment où j'ai fait mon master, je n'avais pas de plan précis de savoir comment est-ce que ça allait m'être utile dans ma vie de tous les jours. J'ai une question par la suite qui est en rapport avec le choix de votre orientation de recherche. Vous travaillez principalement à combiner différentes approches de l'intelligence artificielle, ouais, principalement pour résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire. Et vous êtes
très intéressé, passionné par constraint programming, programmation par contrainte. Programmation par contrainte, c'est bien ça, oui. Qu'est-ce qui justement oriente votre recherche dans ce sens-là? Vous avez beaucoup de papiers que vous avez publiés depuis 2013 jusqu'à présent, et l'on peut voir que chaque année, vous essayez de bridge le gap, de créer un certain pont entre différents secteurs. Récemment, vous avez eu à contribuer à un papier du NLP, en LLM, oui. Large Language Model. Vous avez également travaillé sur du reinforcement learning combiné à la programmation par contrainte. Et la programmation par contrainte encore utilisée en industrie, principalement dans le cadre du healthcare, du secteur médical, pour résoudre toujours des problèmes d'optimisation combinatoire. Pourquoi cette orientation vers l'optimisation combinatoire, la programmation par contrainte? Ok, bon, c'est une question assez large, donc je vais essayer d'y répondre en plusieurs parties, donc n'hésite pas à m'interrompre si tu veux plus d'éclaircissement sur certains points. Donc déjà, au fur et à mesure de mon doctorat, de mon postdoc, donc j'ai appris différentes techniques. Une des premières techniques que j'ai pu apprendre, ça c'était durant mon doctorat, c'était la programmation par contrainte. Ce que j'ai beaucoup aimé avec la programmation par contrainte, c'est que c'est une méthodologie de résolution, donc pour les problèmes combinatoires. Donc les problèmes combinatoires, c'est des types de problèmes qui sont présents dans pas mal d'industries. Et si on arrive à les résoudre efficacement, on peut arriver à faire pas mal de bonnes choses. Par exemple, on peut réduire les temps de transport, donc réduire le temps de transport, c'est-à-dire réduire de la consommation d'énergie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. La programmation par contrainte, c'est une méthode de résolution qui se prête assez bien à ce genre de problème-là. Donc c'est assez efficace pour certains problèmes. Et d'autre part, par rapport à d'autres méthodes plus axées sur la programmation mathématique, c'est relativement facile à utiliser dans le sens où on peut exprimer pas mal de contraintes différentes. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser, et le fait que ce soit facile à utiliser par des non-experts, ça permet justement à des petites entreprises qui n'ont pas forcément des experts en optimisation mathématique d'utiliser ces modèles-là et d'utiliser ça pour améliorer leurs activités. Et donc moi, le fait de pouvoir améliorer des modèles et des méthodes qui seraient utiles à pas mal de monde sans qu'ils soient experts, c'est quelque chose qui m'intéresse assez fort. Ça, c'est le point de vue vraiment programmation par contrainte. Ça, c'est principalement parce que vous y avez été exposé pendant votre doctorat. Oui, c'est bien ça, oui. J'avais découvert ça avant mon doctorat, j'avais des cours de programmation par contrainte, et j'ai pu vraiment faire de la recherche dedans lors de mon doctorat, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, nous sommes exposés à beaucoup d'autres technologies, les LLM d'ailleurs dont je mentionnais tout à l'heure, et plusieurs autres technologies qui ont cette tendance à pas à ternir, mais disons, chemin faisant, la programmation par contrainte manque beaucoup plus d'attention des chercheurs. Mais vous y êtes vraiment vous y travaillez et vous y contribuez particulièrement dans ce sens-là. Est-ce que vous y avez songé en tant qu'enseignant aujourd'hui et leader du groupe Corel, par exemple, d'explorer d'autres avenues au sens de rejoindre cette tendance-là, cette innovation dans d'autres secteurs? Oui, tout à fait. Donc, la programmation par contrainte, c'est un des aspects de mes recherches, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, là, pour être de manière un peu plus large, donc, dans mon groupe de recherche, un de mes intérêts de recherche fondamentale, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait concevoir des intelligences artificielles hybrides. Un peu à l'instar de l'intelligence humaine. Donc, en tant qu'être humain, on est intelligent non pas parce qu'on est capable d'apprendre quelque chose, non pas parce qu'on est capable de raisonner, mais parce qu'on a une intelligence multimodale, une intelligence hybride. On est capable de combiner différents modes de résolution. En intelligence artificielle, on a des méthodes qui sont très bonnes pour faire que de l'apprentissage, que du raisonnement, ou alors que d'autres modes de l'intelligence. Par contre, faire des intelligences artificielles qui sont capables de combiner différents aspects, par exemple, est-ce qu'on est capable d'utiliser ce qu'on a appris pour faire des meilleurs raisonnements logiques? Ça, ce sont des choses beaucoup plus compliquées. Et donc, mes intérêts de recherche principaux, c'est vraiment essayer de voir, OK, j'ai des problèmes industriels à résoudre, j'ai différents problèmes. Est-ce qu'on est capable de concevoir des intelligences artificielles hybrides combinant plusieurs modes pour faire des méthodes de résolution plus efficaces? Donc, la programmation par contrainte, de manière plus simplifiée, on peut voir ça comme un mode de l'intelligence, mais il en existe d'autres, par tout ce qui est apprentissage. Oui. Et j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut en combiner ensemble de manière efficace. Alors, j'ai une question en rapport à votre parcours. Oui. Mais avant d'y aller dans ma question, avant de vous poser la question, j'aimerais vous lire une statistique que j'ai trouvée assez choquante. Ceci, c'est principalement de l'Université de Sherbrooke en 2021. Ceci dit,
Peu d'étudiants se lancent dans les études de doctorat en connaissant les possibilités de carrière hors du milieu universitaire. Les taux de dépression et d'anxiété chez les étudiants au doctorat sont généralement supérieurs à ceux de la population en général et peuvent être provoqués ou amplifiés par de grandes exigences de la culture universitaire, par l'incertitude concernant l'avenir. Les universités partout au Canada admettent de plus en plus la nécessité d'accorder la priorité à l'équité, la diversité et l'inclusion. Et je peux en témoigner, étant dans cet univers voilà, de la recherche avec des camarades doctorants. Un des sujets qui revient encore, c'est voilà, le stress, c'est la difficulté de non seulement gérer les études pour ceux qui prennent encore des cours, et seulement la recherche en soi est assez stressante. Mais je peux voir pendant tout votre parcours que non seulement vous étiez en train de faire un doc, mais vous y avez combiné un master en recherche. Donc, quels sont ces challenges ou ces défis que vous avez rencontrés pendant la période pendant votre période de doctorat ou même de postdoc? Okay. Donc, déjà, le contexte où j'ai fait mon doctorat, c'est quand même différent de ce qu'il y a au Canada et de la situation de ce que certains étudiants peuvent vivre. Dans le sens, là, j'ai fait le doctorat dans mon pays natal, donc j'ai pas eu tout le stress ou toutes les difficultés dues à l'immigration, ce qui est quelque chose qui doit être super compliqué pour faire un doctorat, sachant tous les aspects financiers qu'il y a derrière. Donc déjà, moi, j'ai pas eu ces soucis-là à gérer, sachant aussi que j'ai eu des parents j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé et qui ont permis de financer mes études. Donc de ce côté-là, moi, j'ai pas eu de difficultés. Ensuite, dans le cadre du doctorat, également, un autre contexte différent, c'est que en Belgique, en tout cas, on n'avait pas de cours à suivre. Donc déjà, il y a toute cette charge, il n'y a pas de cours à suivre, donc ça fait du temps supplémentaire sur lequel on peut se consacrer pour les recherches. Ça, c'est principalement dans le système européen? Pas partout en Europe, mais en tout cas en Belgique, il y a différentes exigences. Par exemple, c'est attendu qu'on donne des charges de laboratoire. Donc il y a d'autres exigences, le contexte est différent. Mais en tout cas, on n'avait pas des cours obligatoires à suivre. Après, il y a l'équivalent dans l'examen de synthèse, donc l'examen de confirmation que tu dois faire. Donc il y a quand même ça à gérer, mais de manière générale, le contexte est différent. Ensuite, désolé, tu avais une question? Justement, je voulais savoir vous avez présenté le fait que votre contexte d'études ou de recherche était un peu différent. Quels sont ces challenges ou ces grands défis que vous avez rencontrés, pas seulement pendant le doctorat, mais disons pendant votre parcours universitaire? Je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment de soucis ou de difficultés majeures. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas linéaire tout le temps. Il y a des difficultés mineures, par exemple le fait d'avoir, pendant les études, d'avoir raté des examens. Bon, ça m'est arrivé de rater des examens. Quand j'étais en doctorat, ça m'est arrivé, toujours maintenant, ça m'arrive d'avoir des papiers qui sont rejetés pendant le postdoc ou alors des demandes de bourse qui sont refusées. Ça, je dirais que ce ne sont pas des soucis majeurs dans le sens où n'importe quel chercheur, n'importe quel étudiant doit faire face et traverse. Maintenant, le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est de garder une certaine résilience et une certaine motivation et ne pas se laisser décourager par ces difficultés. Rater un examen, finalement, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est d'apprendre finalement qu'est-ce qui a causé cet échec-là et puis aller au-devant. Avoir un papier qui est rejeté durant son doctorat, c'est quelque chose qui peut être décourageant, surtout si c'est le premier papier sur lequel on a donné beaucoup de travail. Maintenant, ce que je me dis, et c'est ce que je dis également à mes étudiants, papier qui est rejeté, ça ne veut pas dire que le travail il est inutile, ce n'est pas pour ça que le travail il est mauvais, c'est plutôt, ok, on a une opportunité d'amélioration, le travail n'est pas perdu, finalement, ce n'est pas grave, on va soumettre à une conférence prochaine. Et donc, ce n'est pas une finalité en soi, donc ces difficultés-là, l'important, je dirais, c'est d'arriver à rester résilient par rapport à ça. Et je te dirais même, donc, un de mes papiers les plus cités que j'ai fait durant mon postdoc, c'est un papier qui a d'abord été rejeté à une conférence. Il a été accepté à une conférence suivante et maintenant, il a un bon nombre de citations et c'est un de mes papiers les plus cités. Et après quelques corrections mineures, majeures? Après quelques corrections sur le papier, on reçoit les retours des reviewers, donc des relecteurs. On regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le papier, on tient compte de ces commentaires-là et on peut vraiment voir ça comme un processus itératif où on commence avec une certaine version, on tient compte des commentaires, on améliore. Certains papiers, ça m'est aussi arrivé que ce soit fait pendant maximum peut-être c'était 2 ans et demi de relecture. Je pense que c'est un papier que j'avais commencé au début de mon postdoc, c'était accepté finalement quand j'étais professeur.
De relecture. De relecture, parce que parfois les relectures, ça peut prendre 6 mois. Et qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que c'est le manque d'intérêt pour des personnes de contribuer dans la relecture scientifique? Qu'est-ce qui justifie qu'un papier prenne pratiquement 2 ans et demi? Alors ça dépend des opportunités de publication. Donc là où ça prend le plus de temps, généralement, c'est pour les journaux. Après, généralement, les personnes qui font ça, elles sont fort sollicitées. Les journaux, ils donnent aussi un certain délai. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et généralement, plus le délai est long, enfin je ne dis pas que c'est la généralité, mais quand le délai est long, au moins, on a souvent des retours qui sont quand même assez, même si ce n'est pas positif, mais au moins qu'ils soient constructifs et qui puissent aider à améliorer le papier. Et moi, je dirais que c'est le principal, c'est avoir des opportunités pour améliorer le papier. Maintenant, je suis tout à fait conscient que le fait d'avoir ce processus-là durant un doctorat, c'est quelque chose d'assez stressant. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser décourager. Et ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Ouais. Rester résilient face à ça. Et il y a également, vous avez mentionné le fait que principalement, au niveau des journaux, c'est assez strict. Par exemple, à Poly, je pense que les conditions pour terminer le doc, on devrait avoir publié au moins dans un journal, un document et dans des conférences également, pour 2 autres papiers par exemple, dans des conférences. Je ne sais pas quel a été votre contexte ou ces critères-là pour obtenir le doctorat à l'Université catholique, mais quelle est votre approche ou bien comment est-ce que vous conseillez des étudiants qui, justement, pour remplir le critère d'avoir un papier accepté dans un journal, un critère qui déjà n'est pas difficile, ça pourrait les prendre, dans votre cas, c'était une moyenne de 2 ans et demi, je crois. Pour mon doctorat, tu veux dire? Non, pour le papier. Le papier en question. C'était une moyenne de 2 ans et demi. Pour quelqu'un donc qui, voilà, a écrit un papier et il a envoyé ça dans un journal, ça prend du temps. Et qu'il devrait éventuellement publier au moins dans un journal avant de sortir en tant que doctorant. Est-ce que votre approche ou votre conseil pour vos étudiants, c'est de se dire, continuez à travailler pendant ce temps de relecture pour publier un autre papier dans un autre journal en espérant que celui qui viendra soit positif? Comment est-ce que vous gérez ce délai-là? Ok. Donc tout d'abord, là tu indiques que pour Polytechnique, il faut d'office un papier journal et quelques papiers de conférence pour avoir le doctorat. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je n'ai pas le règlement sous les yeux, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a une certaine flexibilité là-dessus. Moi personnellement, donc tu me posais la question au début, pour mon doctorat, je n'avais pas de papiers journaux, j'ai eu 4 papiers de conférences qui sont caractérisés aussi par un temps de relecture plus court. Maintenant, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir un papier journal parce que l'objectif d'un doctorat, finalement, ça reste des études. Ce sont des études pour vous apprendre à devenir chercheur plus tard. Et une partie de l'apprentissage pour être chercheur, c'est apprendre à publier dans un journal, publier dans une conférence. Ça vous donne un petit peu un aperçu de qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le métier de chercheur. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir cet aspect-là. Maintenant, pour la fin de ta question, qu'est-ce que je conseillerais aux étudiants dans cette période-là? C'est déjà évidemment, pendant une période de relecture, de ne pas rester sans rien faire, donc aller à travailler sur autre chose. Déjà, si on voit que le papier journal, il y a, je ne veux pas dire des failles, mais des idées d'amélioration, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait creuser. Après, voir si on a un autre projet, ça aussi en discussion avec votre superviseur, voir qu'est-ce qui pourrait être exploré. Et en termes de métriques, je dirais, en termes de rigueur, voilà, certainement des journaux sont plus rigoureux pour ce qui est de l'acceptation des papiers. Mais est-ce qu'il y aurait une certaine métrique d'évaluation entre des journaux et des conférences? Je m'explique autrement. Disons, j'ai un papier que je vais publier, que je veux publier. Ce papier pourrait éventuellement être accepté dans une conférence, peut-être pas dans un journal. Est-ce que lorsque vous encadrez des étudiants pour des papiers dont vous espérez être publiés dans un journal, est-ce qu'il y a une approche avec laquelle vous demandez à vos étudiants de travailler intentionnellement par rapport à un papier qui serait publié dans une conférence? Déjà, outre le fait qu'on a conférence et journal, mais dans les 2 cas, il y a des journaux qui sont plus sélectifs que d'autres et il y a des conférences qui sont plus sélectives que d'autres. Donc déjà, dans un premier temps, pour les journaux,
c'est pas quelque chose que je demanderais aux étudiants, enfin en tout cas dans mon domaine de recherche, parce que donc dans mon domaine de recherche, l'intelligence artificielle, les conférences ont quand même un point important, contrairement à d'autres domaines où les journaux ont beaucoup plus d'importance. Okay. Donc dans mon domaine de recherche, c'est pas un papier journal que je vais viser en premier lieu pour les étudiants parce que généralement, ça demande plus de travail. Ça demande plus de travail, c'est plus de pages, donc je préfère pour les étudiants, pour leur premier papier, de faire une conférence qui reste de bon niveau, mais peut-être moins sélective, mais qui reste quand même de bon niveau et qui reste quand même d'une bonne qualité scientifique, afin qu'ils puissent commencer, je dirais, progressivement avec quelque chose de plus, entre guillemets, plus facile. Et c'est sûr que c'est plus encourageant d'avoir un papier accepté, et c'est plus motivant à continuer dans la recherche. Par contre, un point important par rapport à ça, c'est que je dis plus facile, mais je fais attention aussi que la conférence soit de bon niveau et qui est... Enfin, je connais les conférences de mon domaine et je sais celles qui sont plus réputées, celles de bon niveau et celles qu'il faudrait éviter parce qu'il y a des conférences qui acceptent tout et n'importe quoi. Et celles-là, mon objectif, c'est pas que mes étudiants aient des papiers acceptés et publiés dans des journaux ou dans des conférences qui n'ont aucune valeur scientifique, entre guillemets. Donc, moi, ce qui est important, c'est qu'ils fassent un travail de qualité et qu'ils arrivent à soumettre et accepter dans un journal ou une conférence d'un certain niveau. Vous venez de soulever un point très pertinent, qui est que, justement, il y a une certaine évaluation qualitative que l'on peut faire dans des conférences aussi bien que des journaux. Il y a des journaux ou bien des conférences beaucoup plus réputés qui ont beaucoup plus d'exigences. Aujourd'hui, on a des étudiants qui ont beaucoup de pression, que ce soit de leurs collègues étudiants également en doctorat, ou alors des enseignants, des superviseurs, de publier des papiers. Et ça pousse généralement l'étudiant à faire des travaux pas assez qualitatifs parce qu'il faudrait justement publier. Ça entre dans les intérêts, beaucoup plus dans ce cas, je dirais, du superviseur. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette approche que l'on commence à voir assez couramment dans l'univers de la recherche? Ça, c'est quand même une question difficile à répondre parce que tous les cas sont particuliers, tous les styles de supervision sont particuliers et donc sans avoir vraiment l'idée vraiment d'un contexte précis de comment ça se passe, ça c'est... Je ne sais pas me dire c'est une bonne façon de procéder ou pas sans connaître vraiment le contexte précis de ce qui se passe. Mais je dirais oui, il y a différents styles de supervision et donc ça, je ne sais pas répondre vraiment clairement à cette question sans avoir tout le contexte de la situation précise. Continuons toujours dans cette lancée du doctorat. Après le doctorat, c'était encore toute une réalité. Après le doctorat, des nouveaux docteurs se retrouvent dans un carrefour où ils devraient se redéfinir une nouvelle carrière. D'aucuns pensent au professeur, du moins à l'enseignement, d'aucuns pensent à l'aspect professionnel. Mais j'aimerais vous lire une statistique de Radio-Canada, ceci en 2019, qui dit « Des années de travail acharné sont nécessaires pour obtenir un doctorat. Mais ce diplôme n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Au moment où les inscriptions au 3e cycle augmentent, les postes convoités dans les universités se font de plus en plus rares. Les doctorants doivent alors se tourner vers d'autres secteurs d'emploi où leur surqualification peut parfois devenir un obstacle. On sait pertinemment qu'il n'y a pas de poste à l'université, alors pourquoi on produit autant de docteurs? Et la statistique nous dit, en 2011, 60% des doctorants souhaitaient occuper un poste de professeur à l'université, mais moins de 20% occupaient un emploi de professeur à plein temps. En 2011 toujours, ceci c'est une étude menée par Desjardins, qui dit seuls 18% des entreprises faisaient de la recherche et développement et qui ont engagé des chercheurs possédant un doctorat. Et encore, toujours d'après une statistique canadienne, il y a eu un taux de croissance de pratiquement 113% entre 2002 et 2017 pour des étudiants qui s'inscrivent au doctorat. Et selon une certaine formatrice en recrutement appelée Sandrine Théa, elle recommandait de barrer le titre de docteur dans le CV, juste pour trouver de l'emploi. Donc, il y a ce grand challenge que des étudiants font face après le doctorat.
Et j'aimerais savoir quelle a été votre expérience lorsque vous avez obtenu votre doctorat en 2017. Ok. Donc, déjà, je vais revenir un petit peu là sur le premier article que tu as cité, Radio-Canada. Je ne suis pas assez d'accord avec l'article en tant que tel. Donc, il y a, pour 2 points notamment, parler que le doctorat, c'était du travail acharné. Pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Okay. Travail acharné, ça peut être pour n'importe quel travail. Honnêtement, mon doctorat, je ne considère pas que c'était du travail acharné. Okay. Donc, je dirais que c'est la façon dont on mène ce travail-là également. Premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai l'impression, en écoutant, c'est qu'ils impliquent que le fait de faire un doctorat, c'est d'office pour être professeur par la suite. Ça, pour moi, ce n'est pas vrai non plus, ce n'est pas réalité. Il y a énormément d'étudiants qui ont un doctorat qui vont partir en entreprise. Personnellement, dans les étudiants que j'ai encadrés en doctorat, ils sont tous partis en entreprise, plutôt continuer une carrière académique et même pas fait de postdoc. Donc, le fait de pouvoir aller travailler en entreprise, c'est quelque chose qui est totalement ouvert pour les étudiants qui en finissent leur doctorat. Il y a une autre réalité qui est que lorsque l'on termine le doctorat, on a, comme vous l'avez dit, éventuellement on peut aller en entreprise ou alors rester dans l'académie. Mais on observe, d'après d'autres statistiques, que des entreprises recrutent de moins en moins des chercheurs qui ont un doctorat, qu'ils sont surqualifiés et ils n'ont pas assez de ressources pour payer ces personnes-là, pour financer non seulement la recherche, mais payer ces personnes ayant du doctorat. Donc, ça devient un peu plus difficile pour des personnes qui n'ont pas nécessairement un appel ou des intérêts dans l'entrepreneuriat, de trouver aussi bien leur place dans l'industrie que dans l'académie. Je ne sais pas si vous avez eu à faire face à des profils comme ceux-là, mais quel est votre point de vue par rapport à cela? Ouais, c'est une question assez complexe parce que un doctorat, finalement, c'est quand même quelque chose qui est lié, ça reste des études aussi de différents types. On a différents types de maîtrise, que ce soit différents types de génie, puis on a des sciences humaines, on a énormément d'études différentes. Doctorat, je pense qu'on ne doit pas voir ça comme un doctorat, mais aussi un doctorat dans différents types possibles et dans différents domaines. Donc, le fait, moi ici je parle pour mon domaine, donc un doctorat lié à l'optimisation combinatoire, l'intelligence artificielle. Okay. Et dans mon domaine ici, je ne trouve pas qu'on se retrouve vraiment surqualifié et que ça nous met en frein à être embauché par la suite. Donc honnêtement, ici je parle de mes étudiants qui ont gradué, mais aussi d'autres étudiants en doctorat. J'en connais aucun qui n'a pas trouvé de travail après son doctorat dans ce domaine-là. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est le cas partout, parce que je ne connais pas, je ne vais pas parler des domaines que je ne connais pas et l'impact du doctorat, mais en tout cas, dans mon domaine, je ne trouve pas qu'on se retrouve surqualifié et je ne trouve pas que c'est une difficulté après pour trouver un emploi après le doctorat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ceci pourrait se justifier de ce que l'intelligence artificielle ou la technologie est de plus en plus intégrée au quotidien dans différents secteurs? Est-ce que vous ne pensez pas que le besoin de plus en plus de chercheurs, de compétences technologiques justifierait le fait que des diplômes, que ce soit de doctorat ou de maîtrise, ne manquent pas des diplômés ne manquent pas vraiment d'emploi? Je ne mettrai pas ça vraiment dans le point intelligence artificielle, mais je pense que ici même, imaginons que l'intelligence artificielle s'estompe, un docteur en intelligence artificielle, je suis assez confiant qu'il puisse se débrouiller par la suite en logiciel ou dans un autre domaine connexe. Donc je dirais que le fait d'avoir un doctorat, ça ne veut pas dire finalement qu'on est capable de travailler que dans ce domaine-là, mais qu'on est quand même capable de travailler dans des domaines assez connexes et surtout qu'on est capable d'apprendre des nouvelles choses. Et donc moi ici, dans le domaine informatique logiciel, je me fais pour l'instant pas de soucis sur le fait qu'avoir un doctorat, ça débouche en un travail, que ce soit en entreprise ou alors éventuellement en académique. Maintenant, et ça soulève un autre point, donc la difficulté académique et entreprise, mais ça je pense c'était l'objet d'une de tes prochaines questions. Oui, en effet, je voudrais savoir, est-ce que lorsque vous aviez terminé votre doctorat, vous saviez exactement où vous alliez? Est-ce que vous étiez déjà intéressé par l'académie, je dirais? Est-ce que vous saviez exactement le profil que vous attendiez pour votre carrière? Non, pas du tout. Et en fait, je dirais même, c'est avant de commencer mes études à l'université, non plus, je n'avais pas spécialement d'idée. En fait, avec mes études pré-université, donc en secondaire, la difficulté que j'avais, difficulté entre guillemets, c'est que j'aimais beaucoup de choses. Et donc, j'aimais beaucoup de choses, donc je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, finalement, je me suis orienté vers
ingénieur en informatique parce que c'est quelque chose qui me plaisait, mais sans vraiment trop regarder à long terme qu'est-ce que je voulais faire 5-10 ans plus tard. Je ne me suis jamais vraiment trop projeté trop longtemps à l'avance. J'ai simplement suivi un petit peu ce que j'aimais faire. Donc j'ai commencé à faire ingénieur, puis je me suis spécialisé en informatique, en mathématiques, puis je me suis tourné dans l'intelligence artificielle, j'ai fait un doctorat là-dedans. Et donc à la fin de mon doctorat, là encore une fois, par la suite, je n'avais pas encore d'idée de ce que je voulais faire. Vers les derniers mois de mon doctorat, j'ai eu une opportunité de faire un postdoc à Montréal, là au CIREL et à Polytechnique, que j'ai prise. Et donc, mais là, encore une fois, sans avoir l'idée d'être professeur par la suite. Okay. Le postdoctorat, ça m'a plu, donc j'ai fait 1 année de doctorat, 2 années de doctorat. J'ai postulé pour être professeur parce que finalement, je voyais que faire de l'enseignement, faire de la recherche, c'était quelque chose qui me plaisait. Être professeur, ça me permettait de combiner ces deux-là, surtout pour une université. Donc, moi, une de mes valeurs et de quelque chose que j'essaye de faire dans ma vie, c'est de pouvoir aussi aiguiller des nouveaux étudiants. Et travailler dans une université, c'est quelque chose qui me permettait de faire ça. Et donc voilà, donc j'ai postulé là-dessus, j'ai eu le poste, et donc maintenant je suis ici. Mais donc, je n'ai jamais vraiment trop réfléchi à long terme, qu'est-ce que je voulais faire. C'est plutôt, j'ai vu, ok, il y a cette opportunité-là, et donc c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais la prendre. Par contre, ce qui est important, c'est que je regarde quand même, je reste à l'affût des différentes opportunités qu'il y a. Je reste à l'affût, je me dis, ok, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vais me donner les moyens de le faire. Mais sans regarder X années à l'avance. Est-ce que vous aviez, justement, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'opportunités qui pouvaient vous intéresser, pas seulement l'enseignement. Je présume que vous étiez passionné par pas mal de secteurs. Mais quand vous regardiez aujourd'hui en arrière, est-ce que vous dites deux fois, peut-être que ce chemin-ci, là, j'aurais excellé dans ce chemin? Est-ce que vous aviez un certain regret pour des choix que vous n'avez peut-être pas effectués? Non, des regrets, absolument aucun. Par contre, je suis d'accord avec toi, il y a j'aurais fait une autre voie, peut-être que c'est quelque chose qui m'aurait plu. Maintenant, je ne suis pas du genre à me dire l'herbe est plus verte d'ailleurs. Je suis heureux dans ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, du coup, pas de regrets. Et vous avez mentionné le fait que vous aviez ce désir-là d'aiguiller d'autres étudiants. Je présume que c'est une motivation qui vous a poussé également à continuer dans l'enseignement. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui vous motivent chaque jour à percer dans l'enseignement? Parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours possibilité de rentrer dans l'industrie, de vous investir dans différents autres projets avec votre profil. Mais est-ce que c'est uniquement cette idée-là de contribuer dans la vie d'autres étudiants qui vous motive chaque matin lorsque vous vous levez? C'est une des motivations majeures, ça c'est vrai, mais je dirais que ce n'est pas la seule. Donc, il y a déjà ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi important dans ce que je fais dans ma vie. Une autre quelque chose importante pour moi, c'est d'apporter ma contribution à la recherche scientifique. Okay. Et donc le fait d'être chercheur, travailler là-dedans, c'est quelque chose aussi qui est important. Donc là, ça me permet de combiner les deux. Il y a aussi plutôt dans ma vie et mon travail au jour le jour, le fait d'être professeur, j'ai quand même une certaine liberté académique d'organiser un petit peu mon travail un peu comme je le souhaite. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour moi n'a pas de prix. Et donc c'est quelque chose que j'adore et que j'ai envie de continuer avec ça. Vous avez parlé de recherche, cette carrière de chercheur, et comme je l'ai mentionné au début, vous êtes très actif en termes de recherche. C'est depuis 2013, si je ne me trompe pas, que vous avez commencé, que vous publiez. Je te fais confiance sur les dates. Je n'ai pas d'idée sur les dates, mais je te fais confiance. Après tout, vous ne comptez plus le nombre de papiers. Donc, vous avez beaucoup de publications sur différents sujets. J'ai parlé aujourd'hui des Large Language Models, du Reinforcement Learning, programmation par contrainte. Et vous travaillez également en partenariat avec des entreprises, oui, des industriels. Quelle est votre approche lorsque vous vous intéressez à d'autres sujets sans toutefois vous éloigner de vos intérêts principaux? Quelle est votre approche pour ce qui concerne le choix des projets dans lesquels vous investissez? Qu'est-ce qui guide votre choix de projet? Avec les industries, tu veux dire? Que ce soit avec les industries ou bien avec des pairs dans la recherche. Ok. Donc, je vais d'abord commencer avec les projets que j'ai en partenariat avec les industries.
pour moi, donc, il y a plusieurs points majeurs pour dire si je vais décider de travailler sur ce projet ou pas. D'abord, un point principal, c'est est-ce que le projet me plaît? Est-ce que ça me plaît de travailler sur cette méthodologie-là pour résoudre ce problème-là? Donc ça, c'est un point important. Deuxième, parce que c'est quelque chose, souvent, mes projets que j'ai en collaboration avec les industries, ça implique la supervision d'un étudiant dans le cadre de sa maîtrise de recherche, postdoctorat ou doctorat, c'est est-ce qu'il y a une contribution recherche dans ce projet-là? Donc ça, c'est généralement avec les discussions de l'industrie où on va voir, OK, il y a cette composante de recherche, ce serait intéressant pour l'étudiant. Donc ça, c'est un deuxième point auquel je fais attention. Troisième point auquel je fais l'attention, c'est est-ce que ce projet-là, c'est quelque chose qui est aligné avec mes valeurs? Donc chacun a ses valeurs. Donc est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Ben, si oui, alors il y a plus de chances. En tout cas, c'est une condition pour que j'accepte le projet. Si quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs, même si c'est quelque chose qui me plaît, mais que je vois que ça pourrait être quelque chose qui est problématique pour moi, ben, je ne vais pas faire ce projet-là. Et actuellement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Des projets éventuellement qui ne sont pas confidentiels, sur lesquels vous travaillez principalement en industrie? En industrie, bah donc, là j'ai plusieurs projets en collaboration avec les industries. Donc, il y a notamment un projet avec Hydro-Québec où on a des papiers qui sont publiés. Et donc ça, c'est un projet que j'aime beaucoup parce que d'une part, au niveau méthodologique, ça nous permet de combiner différents aspects de l'intelligence artificielle. On a de la programmation par contrainte, on a de l'apprentissage. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on attaque une problématique réelle. Cette problématique, c'était l'ordonnancement des maintenances d'appareils dans le réseau. Donc ça, c'est un problème qui est assez compliqué pour Hydro-Québec. Et donc là, on essaie de voir comment des méthodes de pointe pourraient aider pour ça. Vous avez mentionné Hydro-Québec et à regarder votre parcours, vous avez travaillé avec des organismes assez considérables, que ce soit au Canada ou ailleurs. Qu'est-ce qui, pour vous, sont ces compétences? Certainement, la compétence y est impliquée. Qu'est-ce qui, pour vous, sont ces éléments-là qui vous permettent, je ne dirais pas facilement, mais qui vous permettent d'entrer en contact avec ces industriels comme Hydro-Québec, avec Element AI, qui est également une compagnie dont je dirais assez reconnue au Canada, ou sur Montréal moins. Qu'est-ce qui vous permet de connecter avec ces grosses entreprises? Pour ça, je t'avoue, je n'ai pas beaucoup de mérite là-dessus. Ça se fait principalement par réseau. Ça se fait principalement par réseau. Par exemple, tu prends l'exemple d'MNTI, donc ça c'était durant mon postdoc, mais ça c'est grâce à mon superviseur de postdoc, Louis-Martin Rousseau, qui m'a mis en contact avec eux. Pour Hydro-Québec ou alors d'autres, c'est encore soit par réseau, ou alors là je suis membre du CIRELT, j'ai aussi des personnes d'Ivado qui m'aident, donc avec ça, généralement eux, ils ont des entreprises qui ont des problématiques, eux ils savent les différents professeurs qui travaillent dans quel domaine et ils font le lien. Donc je dirais que le fait, à Montréal en tout cas, c'est qu'il y a un très bel écosystème en intelligence artificielle qui permet de faire des liens. Donc c'est principalement comme ça que j'ai des liens avec les entreprises. En tout cas, le premier contact. Après, si généralement on commence avec un premier projet, si le premier projet se passe bien, donc après on continue et donc ça fait des collaborations à plus long terme. Et je présume que cette compétence-là de bâtir du réseau est assez avantageuse pour votre carrière universitaire, pour votre carrière de chercheur en tout cas. Je dirais même que c'est quelque chose qui est super important pour n'importe quel chercheur, de se bâtir son réseau de collaboration, que ce soit avec des entreprises, mais aussi avec d'autres chercheurs. Et quelle est votre approche justement en termes de bâtir un réseau dans la sphère de la recherche scientifique? Comment est-ce que vous approchez cela de façon intentionnelle? Est-ce que vous participez à des conférences? Comment est-ce que vous créez votre réseau, cet écosystème? Tu as donné un point central, c'est les conférences. Donc, je dirais ne manquer, donc ça c'est un conseil pour les futurs chercheurs aussi, c'est ne manquer jamais l'opportunité de présenter votre travail et de faire connaître ce que vous faites. Une des difficultés qu'on a en tant que jeune chercheur, c'est même si on fait un travail qui est super intéressant, s'il est connu de personne, finalement personne ne va l'utiliser parce que finalement personne ne le connaît. Et donc c'est ça que je dirais que c'est important de se faire connaître, d'aller en conférence. Mais je dirais même plus d'aller en conférence de manière active quand on va en conférence, discuter avec d'autres professeurs, discuter avec d'autres chercheurs du domaine et même finalement des chercheurs qui ont le même âge que vous, qui font un doctorat. 5-6 années plus tard, c'est possible qu'ils deviennent professeurs et que ça vous donne des nouvelles collaborations. Donc je dirais ne manquez jamais l'opportunité de networker, de participer aussi à des conférences, aussi à des petites activités. À Montréal, il y en a pas mal qui sont organisées sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc je dirais que c'est vraiment un gros plus.
Et peut-être que c'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte au début d'un doctorat, où on a l'impression que c'est soi-même qu'on doit faire les recherches et que c'est quelque chose d'assez isolé. Mais je dirais qu'au fur et à mesure qu'on avance, au plus on se rend compte qu'un réseau, c'est important et vaut mieux le bâtir le plus tôt possible. Certainement, certainement. Après, pour garder son réseau, là, c'est, je dirais, être quelqu'un à qui on peut se fier, faire bien son travail. Ça, je dirais, c'est arriver à bien faire son travail, bien travailler, être agréable avec les autres. C'est ça qui va permettre de maintenir son réseau. Principalement sur LinkedIn, on a des personnes qui accompagnent des jeunes dans ce sens-là, à bâtir des réseaux. Et il y en a également des conférences toujours orientées dans ce sens, particulièrement à Polytechnique. J'ai eu à participer à cette conférence du professeur Louis Rousseau, c'est Louis-Martin Rousseau. Louis-Martin Rousseau, oui, qui est également un chercheur d'ailleurs, un entrepreneur, je dirais. Oui. Oui, participer à des petits événements universitaires comme ça également, même si ce n'est pas encore au niveau conférence, ça permet de créer un certain network. Oui. Alors, au-delà de votre profil de chercheur, vous êtes également enseignant, ce qui est important de souligner. Et vous êtes amené à donner des cours. Personnellement, j'ai pris votre cours, ou je prends votre cours de intelligence artificielle et je vous l'avais fait la remarque que j'étais impressionné par les slides. Assez simples, particulièrement sur le concept de la vraisemblance, maximum likelihood. Tout mon parcours universitaire, j'ai fait cette notion-là réellement sans comprendre ce que je faisais. Mais vous arrivez à simplifier ces concepts mathématiques en des termes que l'on comprend, qui sont assez digestes pour l'étudiant. Quelle est votre approche lorsque vous montez vos slides de cours? Et également, j'aimerais souligner les mèmes que vous utilisez. Ça crée vraiment une certaine ambiance dans ce processus-là d'apprentissage. Quelle est votre approche lorsque vous construisez vos slides? Je te dirais, quand je monte mes slides, de manière générale, quand je monte en cours, je tiens compte de 3 points principaux. Donc tout d'abord, la structure de cours. Donc il faut que tout le cours soit bien structuré. Ensuite, je fais attention à la clarté des différentes explications que je donne. Et ensuite, j'essaie de trouver des moyens de susciter la motivation et surtout de garder la motivation tout au long du cours. Donc là, je peux peut-être te détailler ces 3 points-là. Donc tout d'abord, la structure du cours, pour moi, c'est un point, fondamental et peut-être le plus simple à mettre en œuvre, dans le sens où ce qui est important pour moi, c'est que tout le cours doit être structuré. L'étudiant, il doit vraiment savoir ce à quoi il s'attend et où est-ce qu'on en est dans le cours. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'on a besoin d'avoir une vue générale. Quand on apprend quelque chose, on a besoin d'avoir une vue générale sur OK, cet algorithme-là que j'utilise, qu'est-ce qu'il peut résoudre comme problème? À quoi est-ce qu'il sert cet algorithme-là? Ensuite, on va avoir un autre algorithme. Cet algorithme-là, il va permettre de résoudre ce même problème, mais il a des différences par rapport à celui-là. Pourquoi? C'était parce que cet algorithme-là, il avait certaines limitations et donc c'est pour ça qu'avec ces limitations, on a voulu les régler. On a dû passer sur cet algorithme-là. Donc la structure, donc le fait d'avoir une structure là-dessus, de montrer vraiment où est-ce qu'on en est, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà super important. Et surtout, de pouvoir faire des liens avec d'autres cours. Se dire, OK, cette méthode-là qu'on a vue, ça permet de résoudre ce problème-là, mais c'est quelque chose que j'ai peut-être vu dans d'autres cours qui me permet de résoudre ça. Donc ça, je dirais, la structure, c'est le premier point. Ensuite, là, c'est plus lié à ton point sur le maximum de vraisemblance, c'est la clarté des explications. Pour ça, il n'y a pas vraiment de recette magique que j'ai. Je dirais que c'est surtout, déjà, je tiens à cœur que les étudiants comprennent ce que je raconte. Donc déjà, je fais attention à avoir des explications claires par rapport à ça. Dans le sens, quand je vois un algorithme ou alors une formule mathématique ou un concept mathématique, je me dis, il ne faut pas voir ça comme une formule mathématique, entre guillemets, magique, sortie de nulle part. Ou alors vraiment quelque chose sur lequel il faut se baser. Non, chaque fois, il y a une interprétation, il y a un concept qui est derrière. Tu prends la formule du maximum de vraisemblance, il y a un concept qui est derrière, il y a une intuition qui est derrière. Et donc, j'axe mes explications sur l'intuition qu'il y a derrière plutôt que simplement l'application de la formule. Et donc, l'intuition qu'il y a derrière, donc je l'explique et souvent, tu as dû voir dans mes cours, je fais des schémas pour pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est un premier point. Maintenant, je suis d'accord, ce n'est pas facile du tout de voir des bonnes intuitions et arriver à expliquer certains concepts. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres et parfois, ça me prend beaucoup de temps pour essayer de trouver les bonnes métaphores pour ça. Et donc, quelques petites choses que je fais pour améliorer ça, c'est que déjà, je regarde
D'une part parce que ça m'intéresse, pas mal de vidéos de vulgarisation sur YouTube. Ok. Donc ça, tu peux en trouver tout plein dans pas mal de domaines différents. Et parfois, je vois, ok, ils ont expliqué ça de telle façon. Je me dis, ça c'est intéressant, que c'est quelque chose que je pourrais utiliser dans mes cours, d'expliquer tel concept un peu similaire de cette façon-là. Ensuite, je regarde pas mal de cours aussi en ligne d'autres universités, sur Coursera, donc il y a pas mal de choses. Et il y a certains cours où je trouve justement que les professeurs expliquent super bien certains concepts. D'ailleurs, le concept de maximum de vraisemblance, je ne me rappelle plus trop d'où j'ai eu cette métaphore-là, mais je ne pense pas que c'est quelque chose que j'ai inventé moi-même, j'ai peut-être adapté ça sur quelque chose que j'ai déjà vu. Donc le fait de voir pas mal de cours différents, finalement ça me dit ok, ça c'est une bonne façon de le faire, je vais l'employer dans mes cours. Et d'un autre côté, je vois certains concepts qui sont des explications que je ne suis pas convaincu par certains cours, donc ça je ne vais pas le réutiliser. Et de manière plus générale, j'ai été étudiant avant comme vous, j'essaie de prendre les choses que j'ai bien aimées des professeurs quand j'ai essayé ça en tant qu'étudiant, je me dis ça c'est une chouette façon d'exprimer ça. Et il y a d'autres façons de me dire ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire dans mes cours, je ne le prends pas. Donc je dirais que c'est basé sur mon expérience et des choses qui m'intéressent. Je pense que ça porte ses fruits parce qu'on peut voir encore qu'en 2022, vous avez reçu ce prix Méritas qui est principalement à un certain vote que des étudiants au moyen de l'AEP, Association des étudiants, disent que voici l'enseignant qui nous a le plus marqué. Je présume que c'est d'un point de vue méthodologique d'enseignement. Et c'est assez appréciable. Ayant ce profil-là de chercheur et également d'enseignant, comment est-ce que vous trouvez un équilibre dans cet univers? Et sans oublier qu'également vous avez une vie personnelle, des projets sur lesquels vous travaillez. Comment vous trouvez votre équilibre? Je te dirais que dans un métier de professeur, c'est peut-être le point le plus difficile, c'est d'arriver à gérer toutes les différentes tâches à faire. En fait, donc pour simplifier, il y a plusieurs tâches qui sont attendues. Donc il y a la partie, comme tu l'as dit, recherche scientifique, il y a la partie enseignement, mais à côté de ça, il y a la partie supervision des étudiants, doctorat, maîtrise, donc son groupe de recherche. Il y a la partie communauté à rendre à la communauté scientifique. Par exemple, je suis relecteur pour certains papiers, pour certaines conférences, pour certains journaux, donc faire ce travail-là. Il y a pas mal de travail, donc tout ce qui est à vie personnelle aussi à côté. Donc je dirais qu'il n'y a aucune de ces tâches-là qu'il faut négliger. Il faut trouver un juste équilibre là-dessus et c'est quelque chose qui est assez difficile de se dire mais ok, je dois m'arrêter parfois de travailler là-dessus parce que maintenant je travaille là-dessus pour essayer d'avoir cet équilibre. Je dirais arriver à cette gestion multitâche de tout, c'est peut-être le point le plus difficile, je trouve. Et comment vous surmontez cela au quotidien? Est-ce que vous avez jusqu'ici ça serait déjà pratiquement 3 ans que vous êtes dans cet univers-là. Est-ce que vous avez eu à développer des approches qui vous permettent de garder cet équilibre-là? Je te dirais que ça s'est fait sur le tas et finalement c'est une réponse assez bateau, mais bien s'organiser et s'y prendre à l'avance. Par exemple, mes cours que je prépare, ça prend un temps assez conséquent de monter en cours, mais j'essaie d'être prêt 3 semaines à l'avance. Quand je donne en cours, j'essaie que mes slides soient prêts 3 semaines à l'avance. Comme ça, si jamais j'ai d'autres tâches qui arrivent super urgentes, j'ai le temps de mitiger ces difficultés-là et j'ai un plan B j'ai assez de temps pour réagir. Donc j'irai surtout bien s'y prendre à l'avance, comme ça laisse du temps pour les différentes tâches. Et puis arriver à prioriser certaines tâches en me disant ok, ça c'est super urgent, je dois le faire assez rapidement. Jusqu'ici, je pense que ça porte ses fruits parce que vous excellez également sur l'aspect recherche. On peut voir qu'en 2022, vous avez reçu 2 grants. Je ne sais pas exactement le terme français de cela. Des bourses. Des bourses de recherche. Des subventions, oui. Des subventions, idéalement. Des subventions de recherche du Natural Science and Engineering Research Council of Canada, qui est un organisme assez prestigieux, en tout cas au Canada. Vous avez également en 2022, vous et vos collaborateurs, principalement Isaac Rudich et Louis-Martin Rousseau, a reçu le Best Paper Award de l'Association for Constraint Programming en 2022, ajouté au prix Méritas dont j'ai parlé tout à l'heure dans le département de GIGL. Alors, en observant ces différents awards, ces différentes bourses que vous avez obtenues, je dirais que vous avez développé au fil des années des compétences qui vous permettent d'obtenir ceci. Ce serait certainement relié aux compétences de networking dont vous avez mentionné
plus tôt, aux compétences communicationnelles, comment écrire une demande de bourse. Oui. Quelles sont pour vous ces compétences majeures, en dehors de celles que j'ai évoquées, qui vous permettent de connecter une fois de plus avec ces grosses organisations qui financent la recherche et d'obtenir des grants? Ok. En fait, ici, les différentes subventions dont tu parles, ce sont des subventions qui sont assez connues dans le milieu académique et donc on sait que chaque année, chaque année ou à chaque période, il y a différentes subventions, des concours qui sont ouverts et donc on postule. Donc je dirais que c'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle là-dessus. Et est-ce que c'est basé principalement sur le mérite, la qualité de la recherche, principalement la bourse du Natural Science and Engineering Research Council of Canada? Et quels sont les critères de sélection des demandes de bourse pour ce genre d'organisme-là? Ça dépend des organismes, mais généralement, il y a plusieurs critères, assez communs. Déjà, à chaque fois qu'on fait une demande de subvention, il y a une proposition de recherche à manger, ou alors une programmation de recherche. Tu vas montrer, OK, cet argent ici que je demande, qu'est-ce que je vais faire avec? Quels sont les projets que je vais financer? Comment est-ce que ça va être utilisé pour financer des étudiants? Qu'est-ce que je vais faire? Quelles vont être les contributions? Et quels vont être l'impact de ce que je vais faire? Donc, je dirais ça, c'est un des premiers critères. Un deuxième critère, c'est le profil du chercheur, entre guillemets son CV. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait avant? Quels sont les étudiants qu'il a encadrés? Donc, plus profil du chercheur. Et je dirais ce sont deux points principaux. Après, il y en a parfois d'autres. Mais je dirais que c'est deux points principaux qui sont considérés. Mais ces compétences-là, vous ne les avez pas apprises pendant votre master, je présume pas assez pendant votre doctorat. Où est-ce que vous avez développé ces compétences? Est-ce que vous pensez que c'est à ce niveau que votre master en gestion, par exemple, vous permet, d'une certaine façon, intervenir? Je te dirais que c'est un peu un tout. Donc, effectivement, le master en gestion, ça peut... vite fait, je dirais pas que c'est pas là que j'ai trouvé les meilleures idées pour ici monter ces demandes. Par exemple, ici, avant mes études à l'université, j'ai fait des études, j'avais des études plus littéraires, j'ai fait du français, j'ai fait du latin, j'ai fait du grec. Et donc, même si j'utilise jamais du latin et du grec dans ma vie de tous les jours, mais c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir quand même une bonne écriture et de rédiger relativement facilement des bons textes. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui a aidé. Donc, je dirais que c'est vraiment dans tout mon parcours qui m'a aidé par rapport à ça. Et ensuite, ça, c'est quelque chose que je vais vraiment appuyer là-dessus. Ces demandes-là, c'est pas, même si finalement ces demandes-là, c'est déposé à un nom, je dirais que c'est pas quelque chose qui est personnel et qui est fait par une seule personne. Ces demandes de subvention, j'ai demandé de l'aide à d'autres personnes, d'autres professeurs l'ont révisé, m'ont donné des commentaires pour l'améliorer. Donc je dirais que c'est reçu aussi avec des commentaires et de l'aide d'autres personnes. Et donc après, on commence avec une, là on voit qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, on a des idées d'amélioration. Et au fur et à mesure, ça rentre et puis on devient de plus en plus autonome, de plus efficace par rapport à ça. Et l'autre point, c'est que, comme j'ai dit ici, c'est qu'il y a aussi des échecs dans une vie qui ne sont pas toujours mis dans un CV, mais chaque succès qu'il y a, j'ai aussi eu des papiers qui sont refusés et rejetés, et donc ça, ce sont des opportunités d'apprentissage également. Quelque chose auquel je fais attention dans ces projets de recherche plus fondamentaux, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, oui ou non? Donc déjà, je vais travailler dans les choses qui me plaisent. Okay. Après, je travaille aussi dans les choses que je pense, ça c'est mon point de vue chercheur, que je pense qu'ils pourraient avoir un impact positif pour la communauté scientifique et la société de manière plus générale. Donc je travaille sur des sujets qui, je pense, qui ont un impact. Là, tu parlais des LLM qui sont assez populaires pour le moment. Ok, je pourrais travailler avec des LLM et je travaille sur des LLM sur certains projets. Maintenant, je ne mets pas toutes mes ressources et toute mon énergie là-dessus. Pourquoi? Une des raisons, c'est que l'impact que je pourrais avoir personnellement en tant que chercheur, entre guillemets, individuel avec mon équipe, elle sera beaucoup moindre étant donné qu'il y a énormément de personnes qui travaillent déjà là-dessus, avec également énormément de ressources, que ce soit des grosses entreprises qui travaillent là-dessus. Tandis que travailler sur un sujet, donc là, l'hybridation, programmation par contrainte avec des méthodes d'apprentissage, où personnellement je trouve que c'est quelque chose de prometteur, mais il y a moins de personnes qui travaillent dessus, là, l'impact que je pourrais avoir, je trouve que ce serait plus grand. Parce qu'on détaille ici des autres champs qui pourraient être prometteurs par la suite. Et ça me rappelle de votre conseil que vous donnez très souvent aux étudiants, d'avoir ce profil en T, d'être vraiment spécialisé dans un secteur, toutefois connaissant d'autres secteurs. Oui, c'est bien ça. Bien connaître différents secteurs, être assez versatile, polyvalent, mais quand même avoir des expertises poussées dans certains domaines.
Et vous travaillez également assez avec des cas pratiques. Disons, votre contribution est très souvent orientée à résoudre des problèmes concrets. Oui. Quels sont les challenges que vous avez eu à rencontrer pendant ce genre de... quels sont les challenges que vous avez rencontrés travaillant sur ce type de projet, sachant qu'il y a assez de contraintes qui sont impliquées lorsqu'on parle de projets réels? Ok, donc je peux donner deux exemples concrets, hein. Le premier exemple, c'est qu'on va prendre des méthodes d'optimisation. Les méthodes d'optimisation, il y a des solvers qui existent depuis de nombreuses années, qui ont été améliorés au fil du temps par des entreprises, hein. Donc je prends par exemple Gurobi, Simplex, qui sont des solvers industriels qui sont déjà très efficaces. Donc fatalement, en tant que chercheur avec son groupe de recherche, c'est peut-être difficile d'avoir des meilleures performances par rapport à ces excellents solvers. Donc déjà, arriver à avoir des résultats compétitifs, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je te parle également ici pour une utilisation réelle, hein, où on a énormément de contraintes à tenir en compte. Et également, chaque fois que, c'est la nature de la recherche scientifique, hein, on introduit une nouvelle méthode qui peut être très intéressante du point de vue méthodologique, mais qui n'est pas, affinée assez pour avoir des résultats compétitifs. Et donc parfois, souvent, il faudra plusieurs années pour que cette méthodologie-là, qui était prometteuse, soit utilisable en pratique et puisse battre d'autres technologies. Mais ça, je dirais que c'est l'essence de la recherche. Ce n'est pas directement quand une nouvelle méthodologie est trouvée ou alors reconçue qu'elle va directement être utilisée. Donc il y a un certain délai par rapport à ça. Ensuite, ouais, tu avais un point? J'apprécierais que vous détailliez un peu cet aspect de collaboration avec des industriels qui n'ont pas nécessairement un background en recherche, qui ne comprendraient pas nécessairement ce que vous faites en laboratoire. Quels sont les challenges que vous rencontrez en termes de collaboration avec ces profils-là qui ne sont pas du génie informatique? Je te dirais que c'est principalement lors de la première rencontre qu'on a avec eux pour vraiment bien situer les attentes de tout le monde. Donc déjà, moi de mon côté, essayer de bien comprendre quel est le problème qu'ils ont. Okay. Donc vraiment cette compréhension du problème. De leur côté aussi, de voir, ok, moi qu'est-ce que je pourrais faire, quelle serait la recherche que je pourrais faire pour résoudre le problème. Ça m'est déjà arrivé avec des rencontres avec des industriels où finalement, on se dit, au début, on se rend compte parce qu'on pense qu'on pourrait avoir une idée de projet, mais au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte, ok, mes expertises, elles ne sont pas alignées avec ce que l'industriel souhaite faire. Donc je dirais que c'est vraiment ça, lors de la première rencontre, avoir une bonne communication, être vraiment clair pour voir quelles sont les attentes de tout le monde. Et pendant l'exécution du projet, certainement vous avez des présentations à faire, oui. Vous avez des rapports à effectuer. Vous rencontrez certainement des challenges également à ce niveau-là. Je présume. Comment ça se passe lorsque vous avez, disons vous avez un terme, une certaine fréquence à laquelle vous devez présenter des projets et que après les deux premières présentations, vous travaillez toujours sur des aspects assez techniques. Comment est-ce que vous approchez donc cette présentation face à des personnes, des partenaires qui ne comprennent pas vraiment ce que vous êtes en train de faire de façon technique? Je te dirais que c'est la même chose que quand je donne cours, arriver à vulgariser au bon auditoire. Donc essayer d'expliquer les notions au auditoire pour ceux qui s'attendent dans un langage qui est compréhensible et adapté à la situation. Par exemple, si je vais parler donc avec une entreprise, on va dire je vais discuter directement avec les personnes plus techniques, mais là justement on va parler de point de vue méthodologique, ok, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les idées d'amélioration. Maintenant si ce sont des choses un peu plus haut niveau avec le département marketing pour voir ok, quels sont les résultats qu'on a obtenus et quel est l'impact de ça, là on va présenter plus s'axer sur les résultats et pas trop sur la méthodologie qu'il y a derrière, ou alors rester assez succinct sur la façon de faire et arriver à vulgariser. Donc je dirais en fonction de ton interlocuteur et de l'objectif de la rencontre, c'est adapter la présentation en tant que telle. Je dirais que ça c'est quelque chose d'assez classique, c'est quand on fait une présentation, c'est essayer de voir ok, quel est le message qu'on veut faire passer et ce message ça va être aligné aussi avec l'objectif de la rencontre. Est-ce que vous avez eu des expériences pratiques lors de des présentations comme celle-là où la présentation ne s'est pas nécessairement bien terminée, où des personnes n'ont pas nécessairement compris la présentation que vous avez faite?
peut-être parce que voilà, c'était assez complexe pour eux. Et comment est-ce que vous avez pu gérer cela si éventuellement des cas comme ça se sont reproduits? Bon, de manière générale, un signe où la présentation n'a pas été terrible, hein, c'est qu'on n'a aucune question à la fin. Ok. Ça, je dirais, c'est un signe pour savoir. Généralement, les gens, ils sont quand même assez polis pour pas démonter la présentation en tant que telle et dire non, c'était pas bien du tout. Généralement, pas avoir de questions, ça montre qu'il n'y a pas eu spécialement d'intérêt. Mais là, je n'ai pas d'exemple en tête. De votre parcours, aussi bien de chercheurs que d'enseignants, vous avez reçu beaucoup de bourses. Et d'une certaine façon, vous avez une expérience dans le secteur, dans cette sphère-là, en ce sens où vous recrutez des étudiants. Les étudiants viennent majoritairement pour la recherche financière. Ils viennent travailler sur des projets financiers. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont intéressés de continuer les études en recherche, mais pourraient éventuellement faire face à ces challenges de financement. En tant qu'enseignant qui recrute des étudiants, quels sont ces critères-là que vous cherchez, que vous observez pour sélectionner les étudiants avec lesquels travailler? Ok, donc ça aussi c'est une question assez vaste. Je dirais que les étudiants ici, ça je parle par mon expérience des recrutements précédents, la plupart des étudiants que j'ai recrutés, c'est ceux qui ont suivi mes cours, notamment le cours d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'étudiants là qui sont début maîtrise, qui finissent leur bac et donc qui cherchent un superviseur pour leur recherche, donc c'est principalement là-dessus. Et donc là, c'est, je dirais, la partie facile pour eux et pour moi, parce que déjà, je vois déjà qui ils sont, et pour eux, c'est plus facile parce qu'ils ne doivent pas communiquer par email avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et donc là, je fais une première rencontre avec eux, je discute un peu avec eux. Moi, ce qui est important là, c'est de voir quelle est leur motivation pour faire de la recherche et est-ce que le sujet les intéresse, principalement. Après, donc de manière plus générale, il y a pas mal de recrutements, surtout quand on vient de l'étranger, qui se fait par courriel avec le professeur. Et donc là, déjà, j'en reçois pas mal de demandes comme ça. Quelque chose que je fais déjà super attention, c'est déjà l'étudiant, est-ce qu'il a fait un email personnalisé pour le professeur qui montre son intérêt pour ce groupe de recherche et ce professeur-là, et pas simplement faire un courriel générique qui est envoyé à 10, 20, 30, 50 professeurs différents. Donc ça aussi un conseil que je souhaite donner. Donc si vous souhaitez être recruté pour un certain labo, montrez de l'intérêt et faites un email personnalisé au professeur en question. Montrez que vous savez de quoi fait sa recherche. Donc idéalement lire certains de ces papiers et encore mieux, c'est déjà proposer des idées d'amélioration des papiers. Ça c'est vraiment un gros plus. Si je vois qu'un étudiant a déjà lu un de mes papiers et qu'il me dit « Ah mais ça serait intéressant, il y a une petite faille là-dedans » ou alors il jouait une idée d'amélioration, ça je me dis « Ah ben ça c'est génial, il a déjà réfléchi là-dessus, c'est peut-être un problème que moi j'avais déjà réfléchi, lui il a réfléchi là-dessus, donc là en tout cas le premier contact il est généralement fait et donc je le rencontre. Et après on voit comment se passe la rencontre. » Admettons que vous avez justement assez de profils qui ont fait preuve d'intentionnalité, des messages bien personnalisés, d'aucuns qui ont lu des papiers. Quels sont selon vous des critères de distinction entre les deux? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est la motivation qui vous pousserait à choisir un étudiant par rapport à un autre, sachant que les deux ont proposé plutôt des bonnes lettres de motivation, un bon email, voilà, et qui ont des profils assez intéressants. Tous ces étudiants, quels sont selon vous ces autres critères qui vous permettraient de distinguer les deux? Vous dire, j'irais plutôt accorder l'opportunité à celui-ci par rapport à notre étudiant. Déjà, donc là, je vais te répondre de manière plus théorique, étant donné que ce cas-là ne s'est pas encore représenté, où j'ai dû faire le choix de deux étudiants pour un projet sur base d'un email où c'était identique. Mais sinon, moi, ce que je fais très attention aussi, comme j'ai dit, la motivation, mais également la résilience face aux difficultés. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à juger au moment même de l'entrevue. Par contre, ce que je peux facilement voir, c'est aussi l'implication de l'étudiant dans des projets intérieurs. Est-ce que c'est un étudiant qui s'est impliqué dans pas mal d'activités à côté, faire du bénévolat? Est-ce qu'il s'est impliqué dans des sociétés de son école ou autre? Ou alors est-ce qu'il a, entre guillemets, suivi ses études de manière passive? Donc ça, pour moi, c'est aussi un critère sur lequel je fais attention, l'implication de l'étudiant qu'il pourrait avoir. L'implication de l'étudiant, c'est quelque chose qui a
c'est pas 100% corrélé, hein, mais ça a aussi une certaine corrélation avec sa résilience face aux difficultés et le fait de pouvoir gérer plusieurs choses. L'on peut voir cela revenir encore des professeurs qui observent cet aspect pas nécessairement académique des étudiants. Vous avez mentionné la motivation, vous avez mentionné l'implication aux activités sociales. En quoi est-ce que ces aspects d'un étudiant pourraient être avantageux, pas seulement pour l'encadreur ou le superviseur, mais également pour la recherche qu'il conduira? Pour moi, ça, ce sont des signes de proactivité de la part de l'étudiant. En recherche, on a besoin d'être proactif. Et c'est par proactif, qu'est-ce que j'entends? Venir avec des nouvelles idées, lire des papiers. Par exemple, on a un problème. Moi, je peux dire, OK, ce serait bien que tu explores cette voie-là. OK. Maintenant, si l'étudiant explore cette voie-là et puis qu'il me dit, ah, mais non, ça ne va pas, et donc ils me viennent à la prochaine rencontre avec, ah, j'ai testé cette idée-là, je trouvais que ça c'était intéressant, j'ai testé ça. Donc la proactivité dans ces idées et ne pas attendre que je lui dise, OK, ce serait bien que tu fasses ça, donc qu'il vienne lui-même avec ses idées. Pour moi, ça c'est quelque chose de super important. Et donc, de manière générale, un chercheur, on a envie qu'il soit autonome, hein, qu'il puisse mener ses recherches. Et donc, le fait que l'étudiant s'implique, qu'il soit proactif dans ses activités, c'est aussi un signe qu'il y a de fortes chances qu'il soit également proactif dans ses rencontres de tous les jours, ses avis de tous les jours en tant que chercheur. Lorsque vous, justement, êtes dans ce processus-là, vous avez recruté l'étudiant qui, selon vous, semblait idéal pour le poste. Quelles sont les attentes une fois que vous avez engagé le contrat de travail? Quelles sont les attentes que vous avez envers l'étudiant par rapport au projet de recherche? Ça dépend déjà du projet de recherche. Hein. Donc, déjà, quand il y a un industriel qui est en jeu, donc c'est un projet financé par l'industriel, j'entends de l'étudiant qui ait une certaine responsabilité aussi envers l'entreprise, qu'il fasse le travail qui est demandé, sachant que c'est qu'il finance également, donc cette responsabilité-là. Et sinon, garder une certaine motivation, d'intérêt dans le travail, des choses, je dirais, assez générales de ce qu'on peut demander. Ouais. Quelle est votre approche de monitoring? Je ne sais pas comment on le dit en français. Oui, de supervision. De supervision par rapport aux étudiants. Est-ce que vous êtes d'un profil qui serait constamment à chercher des updates de l'étudiant, ou vous laisserez du temps à l'étudiant, d'explorer, de découvrir par lui-même et de vous revenir quand il a effectué des améliorations, des évolutions? Je te dirais c'est plus dans ce style-là, mais tout en gardant une certaine flexibilité. De manière générale, je suis assez flexible dans ma supervision et je m'adapte aux différents profils des étudiants. Les étudiants, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses différentes. Je dis les étudiants, moi aussi, comme tout le monde. Et donc j'essaye d'adapter ma supervision aux différents étudiants pour que finalement, ça puisse être le plus intéressant pour eux et pouvoir vraiment être plus intéressant aussi pour moi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pourquoi est-ce que je dis que je favorise le fait que l'étudiant vienne avec ses idées? C'est parce que moi, mon objectif des étudiants que j'encadre, c'est que, un de mes objectifs, c'est qu'ils puissent se passer de moi. Okay. C'est qu'ils puissent finalement, je ne serai pas là toute ma vie avec eux, donc leurs études, c'est 2 ans pour une maîtrise de recherche, 5-6 ans max, ou plus pour un doctorat. Mon objectif, c'est qu'ils arrivent à être autonomes en recherche. Et donc, si je suis toujours là derrière eux à dire fais ça, fais ça, fais ça, pour moi, après, ils n'arrivent pas à avoir cette autonomie-là. Maintenant, j'ai un juste milieu aussi à trouver. Ce n'est pas un étudiant que je vais laisser pendant des mois sans rien faire. Non, ici, je dirais c'est plus, on va prévoir des petites rencontres où l'étudiant me fait part de ses avancées. Et puis, on avance. Maintenant, s'il y a des étudiants qui ont besoin de plus de supervision, plus d'aide, là, je reste disponible pour. Mais dans tous les cas, je garde une certaine flexibilité. Vous ayant un profil, en tout cas, étant passé par le doctorat, ayant encadré des étudiants en doctorat et des étudiants en maîtrise, je pense 2 et 9 étudiants en maîtrise, 2 en doctorat environ, qui ont déjà graduate. Oui, et 9 en maîtrise qui ont déjà graduate également. Je te fais confiance sur les nombres. Mais... Okay. Alors, vous avez donc une certaine expérience dans cet environnement. Quelles sont selon vous ces pratiques, disons ces pratiques que les étudiants font qui diminuent la qualité de leur recherche ou les empêchent vraiment à être excellents dans la sphère de la recherche? Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question. Tu parles de critères plus personnels ou alors de recherche d'une perspective académique ou de recherche,
quelles sont selon vous des pratiques basées sur des expériences des étudiants que vous avez déjà eus, des étudiants que vous avez actuellement, qui ne sont pas assez recommandables pour un profil de chercheur? Je dirais que c'est quand même quelque chose qui est propre à chaque situation et ce ne sont jamais des choses qui durent dans le temps. Mais je dirais une des craintes qu'un étudiant peut avoir, c'est avoir peur de ne pas avoir passé beaucoup de temps sur quelque chose sans vouloir demander de l'aide. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui pourrait être problématique, sachant que parfois il y a un problème. Ok, il faut avoir une certaine autonomie, mais parfois ça ne vaut pas la peine de rester bloqué pendant une semaine sur un problème, alors qu'une discussion de 10 minutes avec le superviseur, ça permet de débloquer. Donc je dirais ne pas avoir peur de demander de l'aide quand il faut. Oui, donc j'en parlais aussi, le fait de rester résilient face aux difficultés. Le fait d'avoir un papier qui est rejeté, évidemment, ça peut donner de la démotivation, mais il ne faut pas le voir comme ça. Enfin, c'est humain. Hein. Moi aussi, avoir un papier qui est rejeté, c'est jamais agréable. Maintenant, le fait de dire, ok, le travail n'est pas perdu, on va travailler là-dessus, on va s'améliorer. Et voilà, rester résilient face à ça. Merci, monsieur. Je pense que j'ai parcouru un ensemble de questions et les réponses que vous avez données jusqu'ici là pourront déjà m'aider personnellement. Ok, ça me fait plaisir. Certainement, et certainement également ces personnes qui suivront ces vidéos. Je vous remercie encore pour votre temps, pour votre disponibilité et vivement que cet échange-là soit bénéfique pour d'autres personnes. Avec plaisir. Hein. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par des bourses d'études, j'ai fait une formation complète sur des bourses d'études dont je te laisserai le lien dans la description. D'ici là, je te laisserai également le lien vers des vidéos, des interviews que j'ai fait avec des jeunes étudiants de partout le monde bénéficiant des bourses d'études dans les 4 coins du monde. Europe, Asie, Amérique, Afrique. Et je pense que leur expérience te permettra de mieux appréhender la réalité des bourses d'études et surtout à l'étranger. Alors, je te donne rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish.